Donc, merci à toutes et merci à tous d'être là. On est dans une première session qu'on espère poursuivre jusque la fin de l'année, jusqu'aux vacances, disons, et vous proposer plusieurs thématiques autour de la psychologie, de la santé mentale, du bien-être, de la bienveillance, de pratiques qu'on souhaite tous mettre en place, puis quelquefois on n'a pas les outils, et de partager ces outils-là, c'est toutes et toutes se mettre en position de réussir de manière la plus bienveillante possible. Bienvenue Leslie. Donc on est dans un petit groupe. Vous l'avez compris, pour intervenir, il vous faut monter sur scène. Donc ceux qui ne sont pas très familiers avec l'application, je vous encourage à tester vous-même. Sortez de votre table et puis prenez les escaliers à gauche ou à droite pour vous assurer que vous savez monter sur la scène. Donc n'hésitez pas. Marie-Thérèse est une déesse de la scène, ça y est. Si d'autres personnes veulent essayer, Anne, tu es la bienvenue pour monter. Voilà. Donc quand vous êtes sur scène, ensuite et que vous enlevez votre micro, vous branchez votre micro, tout le monde vous entend, mais vous n'entendez pas les gens qui sont dans la salle. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir entendre d'où que vous soyez, mais de pouvoir aussi tenir des conversations autour de la table. Donc n'hésitez pas si quelquefois vous avez envie de parler entre vous. Puis il y aura quelques petits exercices que Louise va nous faire autour des tables. Je vous le disais, on est à la première session de ce cycle et on a invité Louise. Louise est psychologue et elle est intervenue auprès de différents publics et a développé une expertise sur différents domaines et notamment sur la communication non violente. Elle va nous en parler aujourd'hui. On se connaît bien, Louise est ma fille, donc c'est avec très très grande joie, fierté et bonheur que je vous la présente. Elle va vous dire un peu comment ça va se passer pendant cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Le but, c'est que ça vous soit utile. Donc, tout ce qui vous permettra d'emmagasiner ce savoir, ces compétences, ces connaissances, et tout ce qui vous permettra, vous, de vous assurer que vous atteignez ce résultat-là, cet objectif-là, n'hésitez pas à le faire. Si ça passe par la participation, participez. Et puis, si ça passe surtout pas par la participation, participez pas. Faites vraiment comme vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de modèle à suivre. Le modèle le meilleur, c'est celui qui vous convient. Je me tais. Louise, la place est à toi. Je reste dans un petit coin. Et puis voilà. Merci. Donc, effectivement, je m'appelle Louise Ebing, je suis psychologue. Puis aujourd'hui, on m'a invitée pour discuter un peu avec vous de différentes stratégies pour essayer de communiquer des demandes de manière efficace. L'idée, c'est de s'entraîner un peu ensemble. J'ai une approche que je vais vous montrer, mais l'idée, c'est jamais de dire qu'il y a une seule chose qui fonctionne. C'est juste celle qui est la plus développée et que je trouvais intéressante à vous montrer. Puis, un peu comme ce qui était dit, moi, ce que j'aime, c'est la psycho. Puis, je me trouve chanceuse de pouvoir venir parler de ça avec vous. Donc, je suis curieuse d'avoir vos avis. Mon idée, c'est vraiment juste de partager cet amour de la psy avec vous, puis de voir un peu comment ça peut vous être utile. Je vais tenter de partager mon écran. Normalement, tout va bien se passer. Est-ce que je peux avoir une validation que vous me voyez? Parfait. Moi, aujourd'hui, mon intention, c'est qu'on puisse regarder un petit peu ensemble. Puis c'est vraiment vite, j'ai un PowerPoint officiel, tout ça là, mais j'ai l'humilité de ne pas penser que je fais un cours super magistral. Mais mon intention aujourd'hui, c'est qu'on puisse discuter un petit peu de ce qui est subtil dans la communication et donc qu'on puisse un peu comprendre ensemble ce qui dysfonctionne quand on tente de s'exprimer. Justement, ce qui dysfonctionne, c'est généralement comprendre tout ce qui est implicite
puis l'intention d'une personne dans sa manière d'interagir. Moi, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur de manière générale, c'est d'être capable de réaliser l'importance de nos perceptions dans nos comportements et nos interprétations des situations. Puis, il me semble que dans la communication, c'est assez central. Puis ensuite, c'est qu'on puisse s'entraîner ensemble à une technique de communication qui est plutôt efficace dans de nombreux contextes et qui ont pour but de arriver un peu plus à nos fins quand on fait des demandes. Donc, on va regarder ça ensemble. Puis, vraiment, dans pas mal tout ce qui implique des interactions entre des êtres humains, moi, je suis assez persuadée que ce qui fonctionne, c'est de faire preuve de flexibilité dans les stratégies qu'on utilise. Donc là, on va regarder ensemble une technique de communication qui s'applique de manière générale quand on a des interactions qui sont généralement saines avec quelqu'un. Bien évidemment que ce que je vais vous dire, c'est dans certaines situations, ça ne s'applique pas quand vous êtes dans une situation, c'est bête ce que je veux dire là, mais de harcèlement, de danger pour votre intégrité physique ou psychologique. Là, la communication non violente, on va pas être là-dessus. Donc là, c'est vraiment, de manière générale, dans des situations qui a priori sont saines et équilibrées, des petites stratégies pour arriver un petit peu plus à vos objectifs. Est-ce que ça vous va comme attente pour aujourd'hui? Cool. J'aime ça, votre plateforme pour se voir. Ok. Oups, pardon. Pour commencer, je suis en train de comprendre un peu comment ça fonctionne. Je voudrais vous proposer un exercice pour lequel, je sais qu'on vous a mis en groupe pour que vous puissiez communiquer entre vous, mais pour celui-ci, j'aimerais ça que vous fassiez l'exercice dans votre tête. Puis si vous le faites à voix, je ne le verrai pas de là où je suis de toute façon, donc je ne pourrai pas vous crier dessus, mais l'idée, c'est que vous fassiez l'exercice de votre côté parce que je ne veux pas que ça se transforme en qu'on dépasse l'exercice. Vous allez voir pourquoi après. Je vais vous demander dans votre tête, donc de penser à la personne qui vous énerve le plus. Ça peut être des choses toutes bêtes, votre voisine, peu importe, comme ça peut être des hommes politiques, peu importe, la personne qui vous énerve le plus au monde. Je vois à certains sourires que vous l'avez, c'est bon? Je ne maîtrise pas bien le changement fluide entre. Ok. J'aimerais que vous puissiez réfléchir à c'est quoi la première chose qui vous vient en tête. C'est quoi qui vous énerve le plus chez cette personne? Je suis sûre qu'il y a un truc qui ressort, vraiment. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, mais vraiment, si vous deviez me convaincre que cette personne est énervante, c'est quoi la première chose que vous me diriez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pourriez peut-être, maintenant que je vous ai mis dans une position d'inconfort parce que vous pensez à cette personne, est-ce que vous sauriez identifier un peu les sensations physiques que vous avez quand vous pensez à cette personne? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce qu'elle vous dégoûte? Est-ce que vous avez le cœur qui bat fort? Moi, je sais que ça me coupe le souffle tellement elle m'énerve. Puis, bon, je me suis un peu avancée, mais c'est quoi l'émotion, en fait, que vous vivez? Puis, il y a... Bon, comme ce qu'on vous demande, c'est de parler d'énervement, j'imagine qu'il y a de la colère, mais parfois, ça peut être plus complexe que ça. On peut se sentir anxieux, avoir de la peine, en même temps trouver ça bien drôle de ne pas aimer cette personne-là. Donc, c'est quoi toute la complexité des émotions que vous vivez quand vous pensez à cette personne énervante?
que vous l'avez? Puis maintenant, je vais vous demander de penser à un moment où vous-même vous avez agi de cette manière-là. Et cette personne-là énervante, la manière dont elle agit, c'est quand la dernière fois que vous avez fait la même chose que cette personne-là, le même comportement énervant. Pouvez-vous essayer de réfléchir à un moment où vous avez réagi et agi de la même manière que cette personne si énervante? Puis est-ce que vous seriez capable d'identifier qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là, quand vous agissiez de cette manière-là? C'était quoi le contexte? C'était quoi les sensations, les émotions que vous aviez à ce moment-là? Vous l'avez? Puis, à ce moment-là où vous étiez en train d'agir de manière aussi énervante, qu'est-ce que quelqu'un aurait pu faire pour vous aider, en fait? Ou même, qu'est-ce que vous-même, vous auriez pu faire pour vous aider? Peut-être que parfois on a la réponse à ça, mais si vous étiez en train d'être énervant auprès de quelqu'un, ce serait quoi la réponse magique qu'elle vous ferait qui vous aiderait à sortir un peu de cet état-là? Bon. Pouvez-vous me faire des petits pouces en l'air quand tout le monde là? Merci. Je pense que vous comprenez pourquoi je comptais sur vous pour faire cet exercice-là dans votre tête. En fait, ce que cet exercice-là montre, c'est l'importance de l'interprétation dans une interaction et dans la communication. En fait, quand j'estime que Madame X est en train d'être la plus énervante du monde, je lui attribue des intentions, puis j'interprète en fait son comportement. Et ça, c'est assez normal. C'est un phénomène où en fait, quand on manque d'informations pour comprendre toute la complexité d'une situation, nos cerveaux vont avoir tendance à se raconter des histoires pour combler les trous, parce qu'on gère très mal le vide et l'inconnu. Et donc, dans ce cas-là, on va se raconter des histoires jusqu'à attribuer une intention à quelqu'un. J'imagine que dans votre histoire de personne énervante, vous avez dû vous dire que son but c'était de vous nuire, ou qu'elle faisait ça parce que de toute façon elle est bête et puis elle, on peut jamais. Donc, on va attribuer une intention. Souvent, quand on est énervé, l'intention elle est négative à quelqu'un. Alors que ce qu'on voit avec l'exercice, c'est que on peut se demander dans quelle manière la personne qui est en train d'être clairement énervante n'est pas en train d'avoir recours à une stratégie qui serait maladroite pour répondre à ses besoins. On ne serait pas en train d'avoir une attitude ou un comportement qui serait inapproprié pour tenter, tant bien que mal, de répondre à son besoin. Parce que quand vous faites l'exercice et que vous voyez que vous-même, vous avez déjà agi de cette manière-là, là, tout de suite, comme vous n'avez pas besoin de interpréter votre intention, vous êtes assez certain de pourquoi vous faites vos comportements, tout à coup, l'intention, elle est bien moins négative ou mal intentionnée. Il suffit que je vous demande de penser à, c'est quand la dernière fois que vous avez voulu faire quelque chose de bien mignon, bien sympa pour quelqu'un, puis que ça a été complètement mal interprété. Moi, ça m'est arrivé ce matin à 11h30.
Donc, c'est là qu'on voit la place de l'intention et de l'interprétation de l'intention. C'est là que souvent les communications bug. À nouveau, dans des interactions entre personnes qui sont à peu près saines et sur la même longueur d'onde. Une autre manière dont moi j'aime ça les images et les références à des choses pour expliquer mon idée. Une autre manière de se représenter l'intention, c'est l'intention et l'interprétation d'une intention, c'est si je vous parle de Shrek. Je pense que moi ça c'est mon enfance, mais la phrase de Shrek, c'est les ogres sont comme des oignons. Puis mon idée, c'est de vous dire que ce qui se voit de l'extérieur, c'est nos actions, c'est que c'est un ogre. Ce qui ne se voit pas, ce qui est à l'intérieur de l'oignon dans le cas de Shrek, là, c'est son intention, c'est le pourquoi et ce qu'il agit comme un ogre. Si on regarde quelqu'un faire, on va voir seulement ses actions. Donc là, dans ce cas-là, c'est un ogre grognon, sale, rustre qui pète. Mais si on regarde plus la partie invisible, en fait, on va regarder le pourquoi il agit de cette manière-là. Ses émotions, ses souvenirs, son passé. C'est la partie invisible, donc le cœur de l'oignon, qui explique pourtant pourquoi est-ce qu'une personne va agir et faire des choses qui vont se voir de l'extérieur. De cette manière-là, si on prend Shrek et l'oignon, en fait, on peut s'imaginer que cet ogre rustre et méchant, en fait, il est juste victime d'isolement par la société et il a été stigmatisé et donc il a dû se construire une carapace d'homme dur pour pouvoir pas être trop vulnérable et que dans le fond, c'est un traumatisé anxieux social, quoi. Donc, j'utilise plein de termes qui sont vraiment pas psychologiques en plus. Et moi, je trouve pas mal que c'est le fait de prendre en compte la partie invisible, le centre de l'oignon de quelqu'un qui rend les gens attachants et sympathiques et qui permettent de remettre un peu les gens dans leur contexte, puis d'être un peu plus clément aussi avec certains de leurs comportements, tout maladroits qu'ils soient. Donc, si je résume toute mon idée là, c'est de dire que la communication efficace, ça implique la capacité de prendre en compte ou de se représenter un peu l'intention de la personne avec qui je communique. Donc, c'est d'être capable de voir que derrière les comportements de mon collègue, je suis capable de peler et d'aller au cœur de l'oignon et de mieux comprendre ses réactions pour répondre mieux à son besoin et à mon besoin aussi. Est-ce que à ce stade-là, ça vous parle ce que je vous dis? J'imagine que... Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que j'imagine que je mets des mots sur des trucs que vous savez plus ou moins, ou vous expérimentez plus ou moins. La manière dont on peut se représenter une interaction, c'est comme si c'était une responsabilité qui était partagée. Moi, je suis responsable de 50% de notre interaction, puis chacun de vous, êtes responsable des 50 autres pourcents. Bon, en vérité, il y a d'autres variables sur lesquelles ni vous ni moi, on a du contrôle, comme la météo ou la couleur du sol dans cette salle. Mais dans la question de la communication, la responsabilité, en fait, c'est d'être en mesure de voir c'est quoi ce sur quoi moi j'ai du contrôle, pas de contrôle, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui dépend de moi? Puis en fait, ce qui dépend de moi, c'est ce que moi je vais dire, ce que moi je vais faire, les mots que j'utilise, les idées que j'exprime. Mais ce sur quoi j'ai pas de contrôle, c'est si vous m'écoutez, si vous comprenez, puis la façon dont ce que je vous dis va être interprété. Donc, mon contrôle, j'en ai, mais il est aussi limité dans la façon dont ça va être entendu et digéré par mon interlocuteur. Donc ça, c'est un peu la variable qu'on essaye de contrôler, ou en tout cas, on essaie de diminuer le risque
en travaillant des techniques de communication. Donc, ce dont je suis responsable, c'est ce que je dis, ce que je fais, à qui, quand, comment. Et ce dont je ne suis pas responsable, c'est qu'est-ce que la personne en face dit, fait, comprend et vit comme émotion par rapport à ce que je viens de faire ou de dire. Donc, on s'entend maintenant tous sur le fait qu'on a une responsabilité chacun. Et là, on tombe sur le fameux outil. L'outil que je veux vous présenter, il s'appelle la communication non-violence. Moi, ce terme-là, il me fait un peu de peine parce que c'est pas trop mon style de parler du côté non-violence. Bon, je trouve que ça fait un petit peu licorne, mais je vous assure que c'est quelque chose que je trouve assez efficace et qui justement répond à moi ce que je trouve intéressant de essayer d'agir sur ce sur quoi moi j'ai du contrôle, puis essayer le mieux possible de m'assurer que la personne en face, elle comprend ma demande. Je trouve qu'on diminue le risque de cette manière-là. Donc c'est une technique qui est bien simple en fait, en toute honnêteté, qui fonctionne en 4 étapes que je vais vous montrer tout de suite. Puis je l'ai écrit à plein d'autres endroits aussi, donc vous n'êtes pas obligé de le noter. La première étape, donc là, admettons, on est exposé à une situation. Je vais vous faire plein d'exemples après, mais là, on est exposé à une situation, puis on se rend compte qu'on doit exprimer une demande. La première étape dans cette situation-là, prendre un pas de recul, puis observer. On est sur de l'observation de faits objectifs et factuels. On essaye de d'éplucher tout ce qui, de mettre de côté tout ce qui est de l'interprétation, de l'attribution d'intention aux gens. Donc ça va être ça va être tu es en retard et pas tu es en retard parce que de toute façon tu n'en as rien à faire. Ça va être tu m'écoutes, ça va être tu te ronges les ongles et pas t'es vraiment stressé. Donc on essaye de rester vraiment sur qu'est-ce qui est observable et on s'arrête là. D'autres exemples que je m'étais notés qui sont ou pas des observations, dire t'as pas demandé mon opinion pendant la réunion. Je suis désolée, je vous fais des exemples bien. On travaille dans des bureaux, on est des fonctionnaires et je sais que c'est pas du tout ce que vous êtes, mais c'est mon cerveau qui est construit comme ça. Donc, tu m'as pas demandé mon opinion pendant la réunion. Ça peut être factuel. Effectivement, tu m'as pas donné la parole. Mais c'est pas une observation que de dire, de toute façon, c'est parce que tu n'as pas de respect pour mon avis. C'est pas non plus une observation de dire que tu travailles trop, tu es quelqu'un de bien. Tout ça, c'est des jugements de valeur, puis c'est votre interprétation de la situation. Donc, première étape, on observe et on reste factuel. Et ça, c'est utile pas mal dans plein d'autres situations dans la vie, d'essayer de rester factuel. La deuxième étape, c'est le ressenti, c'est associer une émotion, la vôtre, à votre observation. Donc, de regarder quel impact mon observation va avoir sur mon sentiment à moi. C'est là qu'on peut rajouter le « tu m'as pas donné la parole, puis j'ai été triste ». Donc, c'est là où il y a la place, pas tout de suite sur comment vous comprenez la situation, mais sur comment vous vous êtes senti et quel impact ça a eu sur vous. Jusque-là. La troisième étape, j'allais dire jusque-là, c'est pas très technique, mais la partie des besoins, ça a l'air assez simple, mais moi je trouve que c'est un peu plus complexe. C'est d'être capable d'identifier quel est maintenant votre besoin. Quand on vit, je vais faire ça un peu résumé caricatural, pardon, mais quand on vit une émotion, c'est le signe qu'on a un besoin qui vient d'être satisfait ou pas. Si j'ai peur, en fait, ça me dit que mon besoin de sécurité n'est pas rencontré. Donc, une émotion, ça nous donne un peu du feedback sur
où est-ce qu'il faut aller jouer pour répondre à un besoin? Un exemple un peu bateau, ce serait de dire, ben, ce qui vous dit que vous avez faim, c'est votre ventre qui grogne. C'est un peu la même idée. Vous vivez quelque chose qui vous donne de l'information sur votre besoin. Et donc, c'est la satisfaction ou pas d'un besoin qui génère une émotion. Et c'est grâce au fait qu'on ait des besoins dans la vie qui fait qu'on fait des choses. En tout cas, moi, dans mon travail, le but, c'est d'amener les gens à répondre à leurs besoins et à avoir des actions qui sont engagées dans le sens de ce qui est important pour eux, idéalement. Donc, des besoins, ça va être le besoin de se sentir en sécurité, de se sentir respecté, écouté. C'est un peu les besoins. On a la pyramide de Maslow, je ne sais pas si ça vous parle, avec le sentiment de sécurité qui est tout en haut. Ben, il y a un peu ce même système-là de besoins qui sont plus psychologiques, mais c'est ça qu'on essaye d'aller identifier. Puis, donc, j'aimerais me sentir écoutée. Ça, c'est un besoin. J'ai un exemple nul. J'aimerais que tu ranges ta chambre, c'est pas un besoin, mais à nouveau, je sais que ça ne s'applique pas à votre métier, mais l'idée est là. Puis ça, je trouve que c'est un peu plus compliqué parfois d'identifier quel besoin on aurait. C'est la dernière étape. C'est l'étape où on est rendu à formuler sa demande. C'est à ce moment-là où on a la possibilité de réellement dire à la personne quelle est notre attente. Et c'est là où on a la possibilité de réduire la chance que la personne ne réponde pas à notre attente, puisqu'elle aura mal interprété notre demande si on n'est pas clair. Plus simple est la demande, plus simple c'est pour la personne en face de la saisir. Puis de manière générale, on essaye de dire que formuler une demande, c'est pas en utilisant le ne pas. Parce que quand je dis j'aimerais que tu ne fasses pas ça, je te dis ce que je veux pas que tu fasses, mais ça te donne pas plus d'idées sur ce que j'aimerais que tu fasses. Donc ça laisse encore. Enfin, je trouve que de dire j'aimerais que tu ne fasses pas ça, j'aimerais que j'arrive vraiment pas à trouver des exemples, je suis désolée. En fait, ça laisse encore de la place à l'erreur pour que la personne réponde mal ou pas tout à fait à la demande. Puis là, je vous ai mis une petite phrase sur une attente réaliste parce que c'est quelque chose que je répète tous les jours à mes clients, je parle. Une attente réaliste, c'est une attente sur laquelle on a du contrôle à nouveau et sur laquelle la personne en face peut avoir du contrôle. Donc, il faut que la personne puisse y répondre ou en tout cas avoir un peu de pouvoir là-dessus parce que sinon, à nouveau, on tombe sur un échec. Est-ce que c'est bon pour vous? Je n'ai pas du tout notion de si je vais super vite ou pas. Ok. Avez-vous des questions? Vous pouvez écrire dans le chat ou sinon vous promenez jusque sur la scène à côté de nous, si jamais. Pas de questions. Ok. J'ai un exemple. Je vais vous raconter un peu ma vie. Ma voiture est brisée. Et je trouve que c'était un bon exemple. Hier, je me cherchais un exemple, puis celui-ci m'a fait du bien. Pour le contexte, mon auto est cassée pour la 3e fois en 3 semaines. Je suis sûre que vous trouvez que c'est rageant, j'espère. Et la dame qui gère ça n'est pas super attentive et elle essaie de me convaincre que c'est moi le problème. C'est énervant. Et c'est peut-être à elle que je pensais tout à l'heure sur l'autre exercice. Moi, mon envie, c'est de dire à la dame de reprendre son auto de merde, que si elle ne sait pas faire son travail, c'est pas mon problème, et que si elle n'a pas conscience que son travail, c'est de faire du service à la clientèle, il faut qu'elle prenne sa vie en main et qu'elle parte. J'ai vraiment filtré mon information. J'aurais pu être bien plus méchante et inadéquate. Mais on s'entend très bien que si je dis ça à la dame, je l'agresse et elle va le prendre personnellement. Donc,
si je sors mon idée de communication non violente, bah, puis là, à nouveau, c'est un exemple qui est assez simple, mais vous verrez que l'idée, c'est que moi, je me remette aussi un peu les idées en place, puis que je me rappelle de c'est quoi ma demande, en fait. Est-ce que je veux que la dame, elle fasse un burn-out, qu'elle pleure au téléphone et qu'elle quitte sa job, ou est-ce que je veux qu'elle répare mon auto? Donc, mon observation, ça serait factuel. Le voyant de ma voiture, il est allumé. Puis là, j'ai le droit de lui dire un peu passive-agressive pour la 3e fois en 3 semaines. C'est factuel. Tout ça malgré 2 réparations. Observation. Je dis pas êtes-vous incompétent, je dis rien de tout ça. Observation. 2e étape, ressenti. Ça m'énerve. Puis ça me stresse un peu. Ça me stresse parce que j'ai mis de l'argent dans mon auto, que j'habite un peu loin de la civilisation et que si j'ai pas mon auto, je peux pas aller au travail. Voilà pourquoi ça me stresse. Mon besoin, c'est de me sentir en sécurité quand je conduis mon auto, mais aussi de me sentir en sécurité dans le fait que si je veux quitter mon domicile, je peux me sentir en sécurité et un peu libre de me dire que si j'ai envie d'aller je sais pas où, je peux y aller. Parce que c'est important pour moi de me sentir libre. Puis j'ai aussi besoin de me sentir en confiance avec eux parce que c'est quand même des gens qui gèrent mon auto, en qui j'ai besoin d'avoir confiance pour gérer des trucs mécaniques que je maîtrise pas. Voilà mon besoin. Ma demande de toute évidence, c'est qu'on répare la chose. Que quelqu'un teste l'auto, puis qu'on m'explique ce qui s'est passé. Voilà un peu le décortiquage de ma situation. Maintenant, la façon dont je vais exprimer ma demande, puis ça n'a pas pour but d'être révolutionnaire, là, j'ai rien inventé, mais le fait de faire cet exercice-là, moi, ça me force à dézoomer un petit peu de ma réaction et de mon impulsion d'aller être désagréable avec cette femme-là, et on s'entend que si je suis désagréable avec elle, je ne vais pas arriver à mes fins. Pardon, j'ai touché mon micro. Donc, un exemple que je pourrais faire à cette dame-là, c'est de lui dire, tu sais, c'est la 3e fois qu'on se voit avec ma voiture, il se passe ça, ça, ça et ça. J'exprime factuellement les symptômes de mon auto. Je pourrais lui dire, et là je vais créer un petit peu du lien, tu sais, moi je trouve ça stressant parce que c'est de l'argent, mais aussi moi je suis toute seule sur la côte nord, puis si j'ai pas d'auto, je peux pas aller travailler. Donc ce serait rassurant pour moi que tu puisses vraiment triplement vérifier, puis me dire ce qui va pas. J'ai besoin de savoir que mon auto elle est fiable, parce que je promène mon chat dedans, et que je peux compter sur vous pour qu'on trouve un problème. Et ma demande, donc là vous voyez, pardon, je ne l'ai pas nommé, mais j'ai fait mon observation, j'ai parlé de mon émotion, mon ressenti, je lui ai exprimé mon besoin, savoir que c'est fiable, que je peux leur faire confiance. Puis ma demande, c'est tout bête, mais c'est j'aimerais que tu la prennes au garage, que s'il n'y a rien, que tu me le dises, et que s'il y a quelque chose, que tu le répares. La demande, elle ne change pas, on s'entend qu'on aurait tous fait cette demande-là, mais c'est un peu comment est-ce qu'on arrive à notre fin. Puis là, je me doute qu'en utilisant ce chemin-là, qui est certes plus long que de juste hurler sur la dame, j'augmente mes chances qu'elle réponde à ma demande. Parce que si j'ai l'air hystérique et folle, la dame, déjà qu'elle a du mal à trouver le problème, elle va juste se dire que je suis folle. Et donc, moins être à l'écoute de mes besoins et de ce que je lui exprime. Donc, on n'arrive juste pas, si je gère pas de cette manière-là la communication, j'ai juste moins de chances qu'elle réponde à mon besoin. Puis, l'idée aussi de la communication non violente, c'est d'être capable de répondre à nos besoins tout en n'ayant pas d'impact désagréable sur les besoins de cette dame-là. Parce que si je lui hurle dessus et que je suis la 10e de la personne, après, elle a besoin d'un psychologue, et en répondant à mon besoin, j'en entraîne un autre chez elle. Puis la dernière affaire aussi, c'est dans quelle mesure est-ce que crier sur cette dame-là réduit mon stress, ma colère, et diminue en fait mon vécu émotionnel. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne réellement. Voilà mon exemple un peu gros, mais est-ce que par rapport à ce que je vous dis là, il y a des questions?
Anne, tu fais coucou. Est-ce que c'est un coucou de question ou c'est un coucou de coucou? Il faut que tu montes sur scène si ça ne te dérange pas. Anne, c'est Anne Brochu. C'est l'autre Anne, hein. Oui, ok, parfait. Moi, c'était pas. J'avais rien. J'invente des questions pour que tu viennes sur la scène, Anne. Anne Brochu, veux-tu te déplacer avec tes petites flèches puis monter sur scène nous rejoindre si tu as des questions? Il y a Anne qui arrive en courant vers toi. Allô? On est bien là-haut, non? Oui, tout à fait, aucun problème. Alors, est-ce que là, c'est pour que tout le monde m'entende, c'est ça? Oui. Oui, alors. Bien, la question, c'était, dans le fond, les délais entre les étapes. Parce que dans le feu de l'action, dans quelle mesure est-ce que tu t'es donné, dans le cas de ta voiture et que tu n'es pas dans l'urgence de prendre le téléphone et de parler à la dame qui a besoin de te donner du service, dans l'exemple que tu as donné. Évidemment, tu te donnes le temps de décanter ta réaction initiale, de réexaminer les faits, puis de te doter d'une stratégie diplomatique, dans le fond, pour aborder cette femme, puis d'avoir de l'empathie dans ton échange avec elle. Ça aussi, je remarque ça, parce que elle est dans le cadre du service au public, et oui, ça doit lui arriver pour toutes sortes de raisons, légitimes et pas légitimes, d'avoir des clients qui ne sont pas contents. Mais dans une toute autre circonstance, les étapes pourraient être compressées. Est-ce qu'il y a des astuces pour gagner du temps dans les échanges pour qu'on puisse avoir dans notre tête des tiroirs qui s'ouvrent plus efficacement? C'est vraiment une bonne question. Moi, ma première idée, c'est que c'est une stratégie de communication donc, qui a pour but de modifier un automatisme qu'on aurait. Et puis pour modifier des habitudes, ça prend de l'entraînement. Donc, je suis pas certaine d'avoir une manière de te promettre que si tu fais ça plus ça, demain, dans le feu de l'action, tu saurais l'utiliser. Par contre, l'entraînement, ce serait, pourquoi pas avoir sur une feuille ou un petit tableau, ou peu importe comment tu fonctionnes, avoir ces 4 points-là, puis a posteriori. Après, tu reprendrais une situation en disant « Ah là, j'aurais aimé mieux m'y prendre », puis faire l'exercice après. Parce que tu as tout à fait raison sur le fait qu'il y a des situations qui vont générer plus ou moins d'émotions, puis on a tendance à perdre nos moyens quand on est émotif. Ouais. Donc, l'idée, c'est, il y a une situation, puis tout de suite, tu vas réagir, et après, ça va mettre du temps pour aller mobiliser d'autres stratégies que tu aimerais utiliser. Et plus tu t'entraînes, plus tu réduis le temps entre la situation et le moment où tu penses à ton outil. Donc, ce serait de l'utiliser sur des petites choses un peu toutes bêtes pendant quelques temps pour qu'en fait, il y ait cette route qui commence à exister dans ta tête, qu'il y a une autre possibilité d'interagir. Puis, moi, quand je parle d'outils de manière générale pour travailler dans les interactions ou quoi que ce soit, mon idée, c'est toujours de dire qu'un outil ne remplace pas un autre. Donc, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est juste que vous ayez une carte de plus dans votre main par rapport à comment vous communiquez déjà. Si ça se trouve, vous avez des très bonnes manières déjà de communiquer vos besoins, vos demandes. Là, c'est soit de mettre des mots sur ce que vous faites déjà, soit de rajouter ça dans votre poche si vous voulez l'utiliser.
mais tu as raison sur le fait que ça demande de l'entraînement pour juste être capable de refaire tout ça. Puis, ma deuxième idée, plus pour le côté, mais j'allais dire plus pour le côté observation, mais non, en fait, peut-être pour chacun des 4 points, c'est souvent être capable de prendre du recul sur des situations. On fait ça en parlant à quelqu'un et c'est la personne qui nous force à prendre du recul sur la situation. Donc peut-être que dans certaines situations, quand c'est possible, juste utiliser une personne à côté pour avoir sa perception de la situation. Puis si on a une perception qui est différente, ça veut dire que y a de l'interprétation. Si je sais pas, si moi j'arrive tout le temps en retard en rencontre, puis toi Anne, tu as décidé que c'était intolérable pour toi parce que tu trouves que c'est un manque de respect pour ton temps, et que là aujourd'hui tu as décidé que tu en avais complètement marre, peut-être que Marité, toi tu sais que moi j'ai pas de voiture, toi tu le sais que je viens à pied. Et donc, en fait, je suis tout le temps en retard parce qu'à chaque fois, il faut que j'aille chercher telle personne à pied, le bus, ça. Donc, ça t'énerve pas, tu as surtout de la peine pour moi. Et donc, si vous en parlez ensemble, c'est là où vous êtes capable de voir, ah ok, moi j'ai mon interprétation et je suis plus factuelle. Puis ça, à nouveau, on le fait dans ce cas-là, j'en parle dans la communication, mais pour beaucoup de situations dans la vie, on peut faire cet exercice-là d'utiliser l'autre pour avoir une perspective différente et diminuer notre ressenti, notre énervement, notre frustration. Est-ce que ça te parle? Ah oui, tout à fait. Ça suppose aussi qu'on fait confiance à la personne qui pourrait nous servir d'encre dans une situation comme celle-là. Absolument. Et donc, il y a peut-être après le bel atelier qu'on vient qu'on est en train de vivre, ça nous demandera peut-être un examen personnel de comment je réagis en général dans des situations données, parce que je peux facilement voir que dans certains contextes, on accorde une valeur, soit de façon personnelle ou dans notre milieu, à la capacité de réagir très rapidement et de répondre avec beaucoup de verve et répondre avec beaucoup de force. C'est un talent parfois aussi d'avoir le sens de la réplique sans nécessairement accuser réception de comment ça atterrit de l'autre côté puis le genre de tension que ça peut ultimement nourrir. Alors, merci des astuces et puis ça me fait prendre conscience qu'il y a peut-être un petit 360 à faire avec soi-même sur les réflexes en général et dans quelle mesure cet outil-là était éloigné de mes réflexes personnels ou pas. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Puis, justement, pour appuyer sur ce qu'on disait juste avant de s'entraîner, je pense que si on fait plusieurs fois cet exercice-là, puis qu'on en garde des notes, on se voit soit tourner en rond, soit réagir toujours aux mêmes choses. Puis effectivement, si tu as une meilleure connaissance de qu'est-ce qui te fait réagir toi, ça te permet de te mettre un peu plus en contexte, puis d'y aller mollo. De la même façon qu'on le sait quand on est fatigué, quand on a faim, quand on a comme ça, faut moi, je sais par exemple quand je suis fatiguée et que j'ai faim, généralement tout va m'énerver. Donc, je le fais pas tout le temps. Je vois un regard qui se porte sur moi là, un peu, mais ça permet de se remettre un peu en contexte, puis d'être capable de dire, ok, dans ce cas-là, si je dois exprimer une demande ou un besoin, je vais devoir modifier un petit peu l'intensité de ce que je vais ressentir et dire. T'as raison, ça prend de la connaissance de soi. Merci beaucoup. Je vais descendre de la scène. Est-ce que ça tente quelqu'un de venir? Ah oui, Clotilde dit, ce qui m'a été super utile, c'est de m'interdire de dire tu et dire je. C'est un très bon cue pour que je vous le dise.
c'est effectivement l'idée, là, vous le remarquerez dans chacune de ces 4 étapes-là, à aucun moment on est sur du tu me respectes pas, tu t'en fous du travail, t'as pas de goût, parce que c'est centré sur plutôt parler de nos ressentis et de notre expérience à nous et laisser la chance à la personne d'exprimer son expérience. Si je dis tu t'en fous, tu prends jamais les choses à cœur, toi, de toute façon, ben, en fait, j'attribue une intention à quelqu'un. Et là, on est en train de, si je fais ça, ben, je perds l'objectif de ma stratégie. Donc, effectivement, c'est un outil qui demande d'être à l'aise aussi, de parler un peu plus de soi, de son vécu et de laisser la personne en face combler les trous dans l'histoire qu'on se raconte, en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on arrive à l'étape où j'ai une petite session entraînement pour vous. Je vois qu'on a des participants qui ne sont pas autour de table. Est-ce que c'est parce qu'on a un problème de... Oups. En fait, si vous vous mettez... Oui, vas-y Anne, pardon. Ok. Ok. Donc Chloé, si tu veux bien te mettre près d'une table. Marie-Thérèse aussi, je te vois au milieu. Je ne sais pas si tu arrives à entendre ce qui se dit sur la table. Ouais, cool. Parfait. J'avais 4 scénarios pour vous. Comme on est 2 tables, j'hésite entre soit vous donner le double de travail et vous faire 2 scénarios. Comme on a dit que plus on s'entraînait, plus on avait l'automatisme, je vous propose de faire chaque groupe 2 scénarios. Moi, j'ai une table à ma gauche, une table à ma droite. Je vous propose qu'on coupe le slide en 2. Donc, la table Olivier, Alexis, Marie-Thérèse, et je suis désolée, je ne vois pas le 4e nom. Je vous propose de faire scénario 1 et 2. Puis l'autre table, les noms que je vois, c'est Nathalie, Chloé, Anne, faire les scénarios 3 et 4. Je vous laisse discuter de ça entre vous, puis d'y aller bien tranquille sur les 4 étapes que je vous ai remises là. Et puis, voilà. Ça vous va ? Je vous propose de prendre un 5-10 minutes par scénario. Je ne sais pas si c'est réaliste ce que je vous dis là. On va se donner un quart d'heure, si ça vous va. Et puis, si jamais on a besoin de plus de temps, faites-moi signe. Et puis, on se donnera plus. Et si jamais vous avez terminé, faites des confettis. Ça me donnera le signe que vous avez fini.
S'il reste 1 minute, est-ce que ça colle un peu pour vous ou bien vous avez besoin de plus de temps? J'ai eu des pouces en l'air de l'équipe de droite. Équipe de droite, si vous avez terminé, voulez-vous identifier comme 2 personnes qui voudront venir présenter vos scénarios? Je vais vous laisser 2-3 minutes en plus. Il nous reste 30 secondes, 1 minute. Est-ce que c'est bon pour vous? Êtes-vous prêt pour débriefer? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe de gauche qui voudrait tenter de venir sur la scène, puis d'expliquer un peu qu'est-ce que vous avez imaginé comme manière de régler vos scénarios 1 et 2? Il paraît qu'Olivier monte sur la scène. Nous appelons Olivier sur scène. Il n'y a pas un bouton pour donner un Oscar à la fin? Ça donnerait peut-être plus envie de monter. Bonjour à tous. Moi, j'observe que mes coéquipiers n'ont pas le goût de parler. Je ressens qu'ils me mettent en avant comme ça. J'ai besoin qu'ils m'aident. Puis ma demande, c'est qu'Amandine monte sur scène avec moi. Non. Merci Blague à d'être part. sacrifié. Blague à part. Donc,
On a pris l'exemple numéro 2 la candidature n'est pas retenue. OK. Donc, bon, puis on l'a mis dans le contexte de, par exemple, un festival qui reçoit plusieurs candidatures d'artistes pour performer. Et, ben, évidemment, il y a plusieurs offres de spectacles, on en retient une certaine quantité, puis ben, éventuellement, tu as un artiste qui appelle pour dire « Hey, salut, je suis pas retenu, pourquoi? » Puis là, il faut que tu en parles. Fait que l'observation n'est pas compliquée, la candidature n'a pas été retenue. C'est sûr qu'on s'est dit aussi que ce genre de situation-là arrive parfois avec un comité de sélection. Donc, c'est certain que la personne qui parle n'est pas nécessairement la personne qui a pris la décision, mais plutôt la personne qui est porte-parole du comité de sélection. Il se peut que la personne fasse partie du comité de sélection, mais bon. Donc, l'observation, c'est le candidat n'a pas été retenu, puis l'observation, c'est que le candidat est déçu. Bon. Le ressenti, ben, c'est certain que c'est jamais agréable d'annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un et de dire ça fonctionnera pas. C'est certain que c'est pas agréable. Par contre, il y a moyen d'exprimer des besoins en disant ben le festival cherche tel et tel genre de prestations, tel et tel type de spectacle. Et ça, ce sont les besoins du festival. Je peux t'inviter à regarder quelle est la programmation de manière générale pour se faire une idée, de te familiariser avec notre direction artistique. Puis la demande, ça peut être, écoute, je t'invite à représenter ta candidature pour une prochaine édition. Et dans la mesure où peut-être qu'avec le temps, tu n'auras peaufiné ta proposition et que ta proposition sera plus en phase avec nos besoins. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on l'a formulé. Okay. Je vois Marie-Thérèse qui opine du chef, donc je pense que j'ai bien résumé notre discussion. Je t'entends pas, Marie-Thérèse, ton micro est fermé. Mais je crois que tu peux pas l'entendre, elle est trop loin. Elle est obligée de te rejoindre sur scène. Oui, Marie-Thérèse va me rejoindre sur scène, je pense. Là pour Marie-Thérèse. Bon, voilà, Marie-Thérèse s'en vient. C'est bien, ça. Faut que tu prennes les escaliers sur le côté. C'est ça, elle m'a envoyé en avant, là. Elle me sortait plein de raisons pour pas venir sur scène. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, ça c'est bien. Parce que hein, j'ai fait un cours de scène avec Olivier Larouche. Donc tu vois, t'es prête à prendre la scène. J'avais été sélectionnée pour ça. Heureusement. Il y en a plein qui n'avaient pas été sélectionnés. C'était fermé aux candidats de l'Acadie. Alors, ben, c'est ça, c'est le genre de situation qui arrive souvent, de toute façon. Puis, moi, là où je me posais la question, c'était par rapport à les besoins puis la demande. Parce que jusqu'au ressenti, ça allait. C'est jamais agréable d'annoncer à quelqu'un. Et par contre, au niveau de besoins, moi, je suis tombée dans des choses plus factuelles. Alors que c'est pas tout à fait ce qu'Olivier présentait. Oui, un peu factuel, mais... Mais je pense que là, si on parle d'une organisation, l'organisation, on n'est plus trop sur des besoins psychologiques, mais tes besoins, ils peuvent être plus ou moins factuels en fonction de, tu vois, la dynamique, enfin, je sais pas, ce que tu as envie de transmettre dans ce festival-là, c'est quoi oui, là. la thématique, tu sais, ça répond aux besoins un petit peu comme si tu transformais ton festival en un individu, puis c'est quoi les besoins de cet individu-là pour s'accomplir. Mais tu as raison, c'est un peu plus factuel pour ce coup-là, cet exemple. Ouais. C'est beau. Mais en fait, Marie-Thérèse, peut-être que tu pourrais nous partager les besoins dont tu parlais, parce que ça pourrait donner une idée d'autres types de besoins, mais en même temps, puis comment on pourrait trouver la demande en lien avec ça. Ben, effectivement, tu sais, comme moi, les besoins, c'est que
j'ai toujours des ratios, par exemple, de parité au niveau ou de l'intergénérationnel ou du lieu, comme par exemple en Afrique, il y a plus d'hommes qui performent. Donc, je vais essayer de couvrir par trouver des femmes d'abord, mais ensuite, si je ne les trouve pas, je vais compenser avec un pourcentage de femmes européennes. Ça, la Belgique en a beaucoup. Mhm. Les collectifs de femmes de slam sont fortes en Belgique. Donc, ça devient compensatoire, mais les gens puis tu sais, les Africains, là, ils talonnent, tu sais, ils veulent toujours être au FISPA. Puis souvent, le FISPA étant le festival. Mais tu sais, je peux pas répondre aux besoins de tout le monde non plus, puis je suis pas une vache à lait non plus. Il y a un minimum, maximum au niveau de l'argent que je peux dépenser, comme n'importe quel projet. Il y a plein de variables que je dois tenir compte quand je choisis d'intégrer ou non quelqu'un. Ouais, puis tu dis que c'est factuel. Effectivement, c'est factuel, mais ce que tu nommes, tu transformes en fait factuel des choses qui sont un peu des valeurs d'une certaine façon, Oui, qui sont un peu parité, oui. qui parlent de tout ça. Puis ça, pour moi, ça compte comme des besoins parce que ce soit tes convictions personnelles ou que ce soit les convictions des gens qui financent ton festival, ben ça fait partie des besoins. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Puis, tu sais, je pense que, bon là, comment dire, on étend un petit peu les frontières de chacune des étapes, mais même Olivier parlait du fait que certaines candidatures vont passer à travers des jurys. Je suis navrée si je dis pas les termes techniques, mais est-ce que ça peut pas être dans l'observation de faire un retour sur qu'est-ce que le jury de manière générale a aimé, pas aimé. On est un peu dans du subjectif, mais si toi tu es le porte-parole, tu restes factuel. Eux ont dit telle chose, telle chose, telle chose. Puis moi, ça peut compter comme une observation dans ce cas-là, parce que tu ne fais que rapporter les faits. Et on tomberait sur, voilà ce que le jury a dit. La conséquence, c'est aussi une observation, c'est qu'on n'a pas retenu la candidature. Partir sur, moi, je trouve que c'est important aussi de communiquer à la personne le ressenti. Vous disiez, c'est malaisant. Et c'est important, je pense, de le dire, d'une manière soit franche, soit détournée, parce que c'est ce qu'on dit en fait quand on dit aux gens, et je suis désolée de te dire ça. Ce qu'on leur dit, c'est je suis vraiment mal à l'aise d'avoir à te le dire, et elle est importante, cette partie-là aussi des ressentis, les besoins, les vôtres, ceux du festival, de votre organisation. Puis là, la demande dans ce cas-là, elle est assez franche, on se revoit l'année prochaine. Mais ça peut être, si tu veux avoir tes chances, voilà ce sur quoi tu pourrais bosser ou pas. Il y a plein de manières de remplir chacune de ces cases-là, mais ça structure effectivement un petit peu le plan. J'imagine quand on se prépare à faire cet appel téléphonique pas drôle, là, on pourrait avoir un scénario qui est un peu préétabli. On aura l'occasion d'en reparler, parce qu'en fait, c'est un comité d'avis. C'est vraiment en termes, pardon. Non, c'est un exemple fictif pour la FISPA, parce que la FISPA, c'est une direction artistique que j'assume, mais en conspiration, en collaboration avec un comité d'avis. Puis au cours des deux dernières années, à cause de l'état de la situation que vous connaissez, il n'y a pas eu de comité d'avis, mais je vais le relancer parce que le comité d'avis, justement, c'est de parler des problématiques que je vis quand je sélectionne des gens. Puis, tu sais, que, par exemple, l'année passée, j'en ai une qui, tu sais, le festival, c'est un festival sans faire toute une histoire, là, mais c'est un festival axé sur la médiation culturelle. Puis, il y a une personne qui ne voulait pas faire les activités qu'on proposait. Elle voulait juste faire des spectacles. Mais, désolé, tu n'es pas à la bonne place. Retourne chez vous, tu viens de Montréal. Ah, Montréal. Je vous remercie beaucoup d'avoir eu le courage de monter sur scène, puis fait l'effort de ce scénario-là.
est-ce que notre équipe de droite voudrait choisir la personne qui le sacrifie? Puis, je vous propose de choisir l'un ou l'autre scénario parce que, en théorie, il nous resterait 10 minutes. Alors, je suis désolée, je suis désolée de vous presser. Oui. Anne, merci, je t'en prie. Oui, je vais baisser ma main. J'avais un petit complément une petite question. Tu sais, quand tu proposais de dire dans le ressenti, je suis mal à l'aise de te dire, pas sûr que moi j'irais là, parce que je trouve que de façon subjective, ça laisse entendre que tu n'es pas fier ou pas, que tu ne valides pas le processus de sélection. Oui. Tu peux être désolé d'avoir à donner de mauvaises nouvelles, mais être mal à l'aise, moi, je l'interprète différemment. C'est comme si on invalidait le processus qui a eu cours, qui fait que cette personne-là n'est pas retenue. En tout cas, j'essaierais de mettre ça dans la mire en termes de comment on aborde le sujet de devoir livrer effectivement une mauvaise nouvelle et un rejet, parce qu'on fait affaire avec de l'humain. Alors voilà. Oui, je vais prendre un des scénarios sur lequel on a plus approfondi. C'était un scénario où on nous soumet un démo terrible. Comment on dit dans la vraie vie quand quelqu'un ouais, j'ai imaginé que c'était comme ça qu'on disait, mais je suis définitivement pas assez cool pour vous. Non, c'est bon. Et puis bien sûr, il y avait différents ressentis selon qu'on est un agent et que c'est notre temps et que c'est un investissement. Est-ce que je suis intéressée ou pas par ce talent? Est-ce qu'il y a beaucoup de chemin à faire? Est-ce que c'est mon genre de musique, etc. Les considérations vont être différentes, les frustrations vont être différentes que si ça atterrit sur le bureau d'un organisme dont c'est la mission de favoriser le développement des talents, peu importe où ils sont rendus. Alors, c'est ça, on a examiné comment il fallait imaginer c'était quoi le problème avec le démo, technique, ou est-ce que c'est plus profond en termes de le niveau d'écriture n'est pas là, la qualité musicale n'est pas là, il y a encore du développement, place à du développement. Et il y avait des gens dans l'équipe qui ont pris la peine de dire, dans le jeu, il faudrait être en mesure de dire, j'ai pas été en mesure d'apprécier le texte ou j'ai moins eu la chance d'apprécier la qualité musicale ou puis le réflexe a été mon besoin. Dans les besoins qui avaient été exprimés, si c'est quelqu'un qui fait de la représentation d'agents, ça a été de dire de diriger vers d'autres sources. Ici, c'est peut-être pas la bonne place. J'aurais peut-être un meilleur accueil, une plus grande ouverture ou même mieux que ça, recevoir un appui approprié à ce dont vous avez besoin vers X, Y, Z. Dans le cas d'un organisme, là, on imaginait davantage, OK, formation, dirigée vers des outils de développement et de dire qu'effectivement, dans le jeu, c'était vraiment juste de dire problème de qualité et tout, mais de l'exprimer encore une fois comme j'ai pas bien entendu, j'ai pas pu profiter autant de ce que vous aviez à offrir comme matériel, puis de guider vers demande de micro-subventions pour peut-être effectivement avoir accès à des équipements de meilleure qualité pour faire la prise de son, la prise de vue, et puis ou même d'envisager des ateliers de développement avec des pairs du milieu musical pour travailler le texte, pour travailler les accords musicaux, travailler le développement d'un instrument X, Y, Z. Peut-être même de trouver des collaborations qui seraient fructueuses. En tout cas, on était beaucoup dans l'accompagnement, dans le fond. Ouais. Ouais. J'allais dire, j'aime ça, votre demande, c'est au lieu de conclure sur un non, au revoir, c'est d'offrir des conseils et des ouvertures aussi. Donc là, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est première partie observation, ce serait musique.
les instruments sont trop forts par rapport à la voix, je suis pas en mesure d'entendre ton texte. C'est ça. Ce serait des choses qui seraient factuelles, mais ça veut pas dire ne pas dire les choses. C'est qu'est-ce que vous ressortez qui ne convient pas factuellement, votre ressenti qui peut être lié à la musique en tant que telle. Ça peut même dire, en fait, moi, dans la musique, j'ai pas ressenti d'émotion dans ce que tu m'as envoyé, mais aussi dire, je suis frustrée parce que, tu sais, je t'avais demandé de faire un effort là-dessus. Il peut y avoir plusieurs émotions différentes, comme tu le disais. Ouais. Le besoin qui est très changeant, effectivement, au niveau de quelle organisation, quelle personne est face à cette situation-là. Puis la demande que vous avez proposée, c'était de faire des demandes d'amélioration en offrant des alternatives de formation, de choses comme ça. Okay. Qui était sur de l'ouverture et de la construction, dans le fond, parce que souvent, en tout cas, dans le cas de recevoir du matériel artistique, on est dans une démarche artistique, justement. Qui sommes-nous par moment d'évaluer que cette personne-là n'a absolument pas d'avenir dans le milieu? On pourrait être surpris, là. Et donc, on a plus un devoir d'imaginer que cette personne-là peut encore grandir, puis voici les pistes. OK. C'est intéressant, merci beaucoup. On est un peu pressé par le temps, donc j'espère que vous êtes pas trop frustrés de ne pas faire les deux autres scénarios. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Je trouve que ce que ça montre, c'est la place et l'importance de l'entraînement à nouveau, parce qu'il y a le côté théorique avec les étapes, puis on le voit que quand on le confronte à la réalité et la complexité des situations auxquelles vous pouvez être confronté, il faut avoir un peu les étapes en tête pour être en mesure de les dérouler. C'est toujours plus facile en théorie qu'en pratique. Pour terminer ça, j'ai fait un peu un résumé alors de qu'est-ce que c'est que cet outil de, on va l'appeler CNV plutôt que communication non violente, c'est plus technique. C'est vraiment un outil qui permet de prendre ses responsabilités et de laisser à l'autre ses responsabilités dans les interactions. Je vous rappelle un peu cette question-là qui est de voir c'est quoi qui dépend de moi dans une interaction. C'est d'essayer de comprendre le mieux la situation de manière objective, un peu faire un travail de détective pour essayer de comprendre la situation et de diminuer la place de mon interprétation dans la situation. C'est parler plutôt de moi, de mes vécus, plutôt que d'attribuer à d'autres personnes une intention. Puis c'est d'être explicite, en fait, dans nos besoins, dans nos demandes, pour réduire le risque d'interprétation chez l'autre personne. Puis je vais vous laisser avec une petite réflexion pour vous-même. J'avais un slide, mais je le mets de côté. Souvenez-vous de la personne énervante. Maintenant, là, puis je vais vous laisser réfléchir là-dessus de votre côté. Qu'est-ce que vous lui diriez en utilisant cet outil-là? Puis je vais vous laisser méditer là-dessus ce soir. Et il est 18h. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps ce soir. Et waouh, ça applaudit. Merci. Avez-vous des questions? Waouh. Avez-vous des questions avant de partir, ou bien si jamais vous avez des questions plus tard, je peux vous transmettre via Clotilde, Anne ou Alexis mon courriel, quelque chose. Amandine, est-ce que tu t'apprêtes à monter sur scène? Oui, salut! J'ai ça. Je peux préparer un petit document, si tu veux, que je vous ferai transmettre. Tu parles de bouquins, tu parles de vidéos, de choses en tout genre.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je vais faire ça, puis je vous l'envoie dès que j'ai un petit truc bien construit. Merci à toi. Je pense qu'il y a Chloé qui veut monter sur scène aussi. Ouais, vas-y Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Moi, j'ai simplement une petite question, mais ça vaudrait peut-être une conférence entière à l'inverse. Mais comment répondre à quelqu'un qui justement nous prête des intentions, où on a l'impression que dans un discours qui est caché par peut-être par une façon de parler ou quelque chose, que justement la personne nous prête des intentions. Et comment répondre sans dire bah, tu me prêtes des intentions. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un peu sur ça que ça me laisse. Parce que je saurais exprimer, mais comment répondre à quelqu'un qui, à l'inverse, va peut-être pas forcément m'attaquer, mais me prêter du moins des intentions ou me reprocher des choses. Voilà. Ouais. C'est peut-être pour une autre fois. Bah, écoute, tu as raison. Bah, attends, j'essaie de trouver une réponse rapide. C'est vraiment une bonne question. Je suis tentée de vendre ma salade en disant est-ce qu'il est possible de refléter à la personne qu'elle nous attribue des intentions avec les 4 étapes. C'est-à-dire d'y aller à nouveau sur qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce qui factuellement dans le comportement de la personne te fait dire qu'il y a un problème et qu'elle t'attribue des intentions. Est-ce qu'elle dit des choses flagrantes qui montrent qu'elle comprend mal ton intention? C'est d'essayer de regarder si factuellement tu arrives à trouver les indices qu'elle est en train de faire ça, expliquer un peu, toi, comment est-ce que ça te fait te sentir, partir sur ton besoin, demande, puis ta demande, elle peut être d'expliciter, en fait, de dire, ou alors de dire, écoute, j'ai l'impression qu'il se passe ça, veux-tu qu'on en parle? Je suis ouverte à nouveau, c'est un outil qui est flexible, c'est vraiment une ligne un peu directrice, mais dans lesquelles, bien évidemment, qu'on peut se donner un peu de liberté de tout ça. Mais je le tenterai sur les 4 étapes, puis d'ouvrir sur attendre de la place pour essayer de reclarifier ce qui est en train de se passer, parce que moi, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu pas satisfaisant. Inviter à la discussion, en fait. C'est ça, ouais. Pourquoi pas. Puis, en ayant aussi en tête un peu, toi, tes limites, quoi. Puis, est-ce que c'est quelqu'un avec qui, comme je disais au début, sur le but, c'est que ce soit des outils qui facilitent la communication et pas qui mettent en danger et qui nous forcent à être confrontés à des murs. Mais c'est souvent, quand on a l'impression que la personne a des intentions, ce qu'on fait, c'est qu'on va valider notre hypothèse. J'ai l'impression qu'il se passe ça. Donc, c'est peut-être d'offrir à la personne la possibilité d'en parler pour changer son pour que toi, tu sois clair dans ton intention. Ça te parle? Ok, ouais. Merci. Mais on pourrait s'en reparler pendant 3 heures. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, en guise de conclusion, j'avais envie de vous dire, j'ai eu la chance d'avoir cette formation il y a combien de temps, Louise? Tu préparais cette formation-là pour un autre groupe, puis elle nous l'a faite au coin du feu. Et ça fait peut-être 9-12 mois que j'utilise cette méthode-là. Pas tant dans les relations personnelles, parce qu'on tombe vite en rond si vous parlez avec des gens qui connaissent cette méthode, parce qu'on se met à la tête les mêmes arguments. Donc mais en termes professionnels, c'est absolument fabuleux. Ça permet d'arriver à travailler avec des gens qu'on aime pas. Et on n'est pas obligé de vouloir épouser tous les gens avec lesquels on travaille, mais je trouve que ça permet de pacifier puis de rendre très bienveillantes des choses qui sont seulement, qui pourraient n'être que professionnelles et que désagréables. Donc vraiment, pratiquez-le. On pourrait se faire aussi des sessions de pratique, genre j'ai eu un vrai problème avec cette personne-là. Comment est-ce qu'on peut rebondir, comment est-ce qu'on peut le faire? Moi, je serais ravie d'être votre miroir une fois si vous en aviez envie. Je pourrais peut-être pas le faire 20 fois, mais une fois ou deux, oui. Et puis si chacun, une fois qu'on a l'impression qu'on maîtrise la méthode, peut le faire pour les autres, ça serait pas mal cool.
Si ça vous va, on se laisse là-dessus. On a d'autres thématiques qu'on a envie d'explorer avec vous. Je serais ravie par courriel que vous envoyiez un petit truc à Anne en disant moi ça me semble très utile, ça me semble, je sais pas s'il faut faire un sondage, mais en tout cas si vous pouviez envoyer juste un petit courriel sur votre ressenti, le format. On avait une question sur les horaires aussi. Louise travaille la journée, donc c'était plus simple de le faire à cette heure-ci. Mais si on l'anticipe, il y a possibilité de le faire à un autre horaire. Donc dites-nous si c'est un frein selon vous de le faire en fin de journée ou au contraire pas, parce que ça vous évite de prendre du temps dans la journée. Voilà, on sera absolument ravis parce que l'idée c'est vraiment que ça vous soit utile. Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est trop simple? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que c'est trop long? Enfin voilà, de savoir ce genre de choses va nous permettre de les rendre plus efficaces. Donc faites-le vraiment sans retenue. Et puis, ravi de vous avoir vu là. On continue le bon travail. Et puis, prenez soin de vous. Merci, Louise. Merci de m'avoir eu. Bonne soirée. Bye bye.